Et salut à tous, bien content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief de cette journée du vendredi du MotoGP sur le circuit du Red Bull Ring en Autriche. Comme d'habitude, on se fait donc en première partie un très rapide point de vue de cette première séance d'essai, la FP1 avec le classement, et ensuite on se fait notre débrief complet de la séance qui compte pour les qualifications, la practice. Mais tout d'abord, cette vidéo est donc sponsorisée par NordVPN qui a de nombreuses fonctionnalités qui pourraient vous intéresser. Et pour commencer, si justement vous avez du mal à générer des mots de passe ou que vous avez tendance à les oublier, NordVPN a NordPass qui pourrait justement vous aider dans ce domaine-là. Avec NordPass, vous avez la possibilité de générer des mots de passe uniques et complexes, mais surtout ça vous permet de pouvoir stocker tous vos mots de passe en sécurité. Et l'autre fonctionnalité dont j'avais envie de vous parler, c'est de pouvoir avoir accès à de nombreux sports mécaniques grâce tout simplement au fait de se localiser soit en Suisse, soit en Belgique. Regardez, je vous montre comment ça fonctionne. Vous allez donc ouvrir l'application et il y a justement ensuite ces deux choix qui s'offrent à vous. Soit vous allez vous connecter à un serveur en Belgique et ensuite sur internet aller sur le site de la RTBF Ovio, soit vous allez vous connecter à un serveur en Suisse et sur internet ensuite aller sur le site de la RTS. Voilà, c'est pas plus compliqué. Maintenant, je rappelle qu'en description, vous avez un tuto fait par mes soins qui vous montre étape par étape comment tout ça fonctionne si justement vous avez besoin de plus d'informations. En tout cas, en description, vous retrouvez aussi à côté du lien du tuto, mais aussi donc en commentaire épinglé, mon lien NordVPN qui va vous permettre d'avoir de très grosses promotions sur les abonnements d'1 an ou encore de 2 ans avec en plus des mois gratuits offerts et vous avez évidemment la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, donc vous pouvez tester sans risque, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Surtout que pour conclure, en ce moment, vous avez un bon de réduction gratuit de 6 mois. Pour cela, il faut donc choisir un abonnement de 2 ans. Ensuite, on va vous envoyer votre bon de réduction. Et si vous partagez donc ce bon avec un membre de votre famille ou un ami, vous pourrez profiter ensemble de ces 6 mois gratuit. Bref, un grand merci donc à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et un grand merci à tous ceux qui s'abonneront ou qui se sont abonnés avec mon lien, ça permet de soutenir la chaîne. Allez, on est maintenant parti pour notre vidéo débrief. Et on va donc tout d'abord commencer par une petite actualité parce qu'au début de ce week-end, on a pu donc confirmer la signature d'un nouveau pilote et c'est tout simplement l'italien Franco Morbidelli qui va continuer pour une saison supplémentaire en MotoGP au sein du team VR46. Alors on en avait déjà un petit peu parlé par le passé avec des rumeurs et les déclarations qu'on avait pu donc voir lors du week-end de Silverstone. Tout allait dans le sens de voir Morbidelli signer, ce n'est donc pas une surprise de le voir continuer en MotoGP pour une saison et ça c'est vrai qu'il faut le préciser, il a signé pour 1 an supplémentaire, non pas 2 et il va donc avoir la saison prochaine au sein du team VR46 la moto 2024. Il n'aura donc pas une moto entre guillemets de la saison en cours, il n'aura pas une moto d'usine 2025. Je sais que ça fera débat, tout le monde ne sera pas d'accord avec cette re-signature. Moi je vous avais dit par le passé, j'attends de voir ce que va faire Morbidelli. S'il arrive à faire de bonnes choses, oui, pourquoi pas le voir continuer encore en MotoGP. Maintenant, c'est vrai que là, du coup, on l'a entre guillemets re-signé assez tôt. Morbidelli n'a pas non plus vraiment démontré une quelconque renaissance, si je peux dire ça comme ça. Et on l'a déjà dit, oui, il va mieux, oui, il progresse. Mais est-ce que c'est vraiment suffisant pour continuer en GP quand tu vois tous les pilotes qu'on a actuellement dans cette catégorie, mais surtout les jeunes pilotes, par exemple en Moto2, qui tapent à la porte et qui, pour certains, n'ont pas de place, justement, dans cette catégorie. Bon, voilà, il y a un débat, mais bon, ça ne m'étonne pas totalement, évidemment, que l'Italien puisse encore continuer. On verra bien ce qu'il pourra faire la saison prochaine. Maintenant, on va se le dire, en 2025, il aura clairement une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et là, je pense que ça sera vraiment sa dernière chance de prouver qu'il mérite de continuer encore en catégorie reine. Allez, maintenant, rentrons donc un petit peu plus dans ce début de week-end sur le circuit du Red Bull Ring pour cette journée du vendredi. On se voit tout d'abord le classement de cette première séance d'essai. On retrouvait donc en tête Jorge Martin, suivi de Franco Morbidelli, Pol Espargaro, Francesco Bagnaia, Brad Binder, Pedro Acosta, Maverick Viñales, Fabio Di Antonio, Joan Mir et Alex Marquez 10e. A noter que dans cette première séance d'essai, on a vu une énorme chute de Pedro Acosta. Ça a été vraiment très chaud et c'est vrai que sur le coup, on a eu pas mal d'inquiétudes évidemment pour l'Espagnol parce que là où il a chuté, c'est un endroit assez dangereux. C'est juste aux abords du virage 4, c'est le freinage qui amène donc au virage 4 et on a les murs quand même qui sont assez proches à droite et à gauche et Pedro Acosta a chuté à environ 200 km/h.
C'était une chute vraiment phénoménale, vraiment impressionnante. Alors il faut savoir que juste avant, il avait aussi chuté et apparemment cette nouvelle chute est due au fait que le pneumatique a refroidi. Bref, c'est vrai que là, on a eu quand même un gros coup de peur pour le pilote espagnol. Alors il faut savoir qu'il s'en sort donc bien, il n'a pas de gros bobos. Mais ça a été vraiment impressionnant et il y a eu un drapeau rouge du coup après cette chute parce que ça avait amené de la terre sur la piste et sûrement peut-être quelques pièces de la moto. Mais bref, le plus important c'est qu'il n'y a pas de casse du point de vue du pilote, du point de vue de l'homme et ça c'est évidemment la meilleure nouvelle. Mais il faut quand même bien le dire, on n'est pas passé loin d'une catastrophe et ça continue d'alimenter ce débat de cette dangerosité pour les pilotes MotoGP sur ce circuit du Red Bull Ring. Vous le savez, on a déjà fait des changements précédemment sur entre guillemets la deuxième ligne droite en ajoutant donc une chicane avec ses virages 2A et 2B. Ça avait fait déjà énormément de débat, rappelez-vous à l'époque avec ce gros accident qu'on avait pu avoir lors du virage 2 techniquement à l'époque donc. Donc ouais, il y a encore pas mal d'interrogations. Maintenant, moi j'ai quand même envie de dire, bon bah ça arrive malheureusement des fois, malgré toute la sécurité qu'on essaie de mettre sur les circuits, mais aussi pour les pilotes, avec ces nouvelles combinaisons, avec ces airbags et tout ce qu'on peut apporter évidemment pour essayer de rajouter de la sécurité, il ne faut jamais oublier qu'on est dans un sport, le MotoGP est un sport dangereux, on joue à la limite, on joue avec les risques, et donc des fois, oui, malheureusement, on est proche de quelque chose qui pourrait être grave. Ça arrive, mais bon, c'est toujours, je pense, important quand même de remettre en question un peu plus la sécurité qui est apportée à ces différents pilotes pour essayer peut-être à l'avenir de rectifier certaines choses et d'améliorer la situation dans un vœu de faire en sorte de ne pas attendre malheureusement quelque chose de grave pour entamer donc des modifications, voilà, essayez d'être tout simplement prévoyant. Mais bref, essayons donc de repartir vers un peu plus de positivité et on commence donc notre débrief de cette practice. Tout d'abord, on va donc se faire le top 10 des 10 pilotes directement qualifiés en Q2 et on va donc commencer entre guillemets par le bas avec le premier pilote directement qualifié, le pilote qui est donc 10e, c'est Enea Bastianini. Un Enea Bastianini étonnamment assez en retrait. Alors, il est quand même qualifié en Q2, et ça c'est très bien. Il a fait une chute quand même en fin de séance, une grosse glissade justement dans cette chicane, si je me trompe pas, une chicane qui a fait beaucoup de dégâts. Beaucoup de pilotes sont donc partis à la faute. Mais c'est vrai qu'après ce week-end de Silverstone, on a vu vraiment un Enea Bastianini bluffant, je pense, pour beaucoup. C'était vraiment l'une des meilleures versions d'Enea Bastianini, si on peut dire ça. Très fort en sprint et en course du dimanche, signant donc les 2 victoires lors de ce week-end. C'est vrai qu'ici, du coup, sur ce circuit qui, on le sait, est un circuit qui réussit très bien à Ducati, j'attendais un peu plus d'Enea Bastianini et finalement il a été plus en retrait. Voilà, bon. À voir ce qu'il va pouvoir faire donc au sein de ce week-end, à voir sa progression s'il y en a une. Maintenant, comme j'ai dit, le job est fait, on est dans le top 10. 9e, c'est Marco Bezzecchi. Belle petite surprise aussi pour Marco Bezzecchi qui est arrivé à tirer aussi son épingle du jeu. On en a déjà beaucoup parlé, donc voilà, je ne vais pas vous saouler avec ça, mais on sait que l'adaptation de l'italien avec cette GP23 est difficile et on fait un peu le yo-yo du point de vue des résultats. Des fois on est mieux, des fois on est moins bien, des fois on est relativement bien. Et je pense que là on est dans ce genre de week-end. Pour l'instant Bezzecchi est plutôt bien. Et par contre c'est vrai que pour donner un petit mot sur lui, ça a été plus compliqué pour Fabio Di Giannantonio qui est malheureusement parti à la faute et qui peut-être s'est blessé ou en tout cas peut-être ne s'est pas senti bien dans cette fin de séance parce que après cette chute il avait le temps de repartir mais il n'est pas reparti. Donc bon, on attend encore d'avoir des nouvelles pour Fabio Di Giannantonio, savoir si tout va bien. Donc à voir ce qui va se passer du coup avec les informations qu'on devrait avoir je pense dans les heures qui suivent pour le pilote italien. Pour continuer du point de vue de ce classement, 8e on retrouve Maverick Viñales. Le pilote Aprilia a relativement bien commencé, franchement ce week-end il a été relativement encore une fois plutôt performant. Petite surprise pour moi, c'est plutôt du point de vue de son coéquipier Aleix Espargaro qui va donc terminer 7e. Alors c'est pas surprenant qu'Aleix soit 7e parce qu'on sait qu'Aleix Espargaro est un pilote rapide, mais le week-end c'est très mal entamé pour lui avec plusieurs chutes dès l'entame tout d'abord de cette première séance d'essai, la FP1, puis ensuite il a rechuté après. Bref, ça a été quand même compliqué, une entame difficile, pas mal de chutes et finalement dans cette practice il a été quand même aussi en difficulté, il était vraiment très loin au classement, je crois même qu'à un moment il a été dernier et finalement il est quand même arrivé à tirer son épingle du jeu, à être donc 7e.
Donc vraiment un très très bon boulot de la part d'Alex Espargaro. Viñales, lui, il est 8ème, il est relativement bien. Donc ouais, le job est clairement fait et bien fait pour les pilotes Aprilia. 6ème, c'est donc maintenant Alex Marquez, deuxième meilleur pilote avec une Ducati 2023. Bon, Alex Marquez aussi, belle petite surprise, qui est performant et qui démontre aussi, encore une fois, qu'il est aussi en train de s'adapter tout doucement à cette GP23. Je trouve qu'en ce moment, sur ces derniers week-ends, on voit une vraie bonne progression quand même de la part d'Alex Marquez. Alors des fois, c'est un petit peu moins bien, des fois, il y a des ratés, des fois, c'est beaucoup mieux. Mais voilà, je trouve quand même qu'on voit une progression et c'est ce qu'on peut aussi un petit peu dire pour tout simplement le pilote italien Marco Bezzecchi de la VR46. On voit quand même que pour ces deux hommes qui avaient du mal en début de saison avec l'adaptation de cette moto, on commence à avoir une progression tardive, mais une progression quand même, et c'est, je pense, important de le noter. 5ème, premier pilote KTM, et surtout seul pilote KTM de ce top 10, c'est donc Brad Binder, un Brad Binder qui aussi a eu un petit peu de mal. KTM a été un peu en retrait techniquement. Alors déjà, il y a eu les nombreuses chutes de Pedro Acosta. On n'a pas vu un Binder surbriller, on n'a pas vu un Jack Miller surbriller. Alors il y a eu des coups d'éclat, il y a eu des bons chronos à un certain moment. On est arrivé à se montrer du point de vue du classement, mais voilà, c'est vrai que sur cette piste-là, on sait que on est clairement sur les terres des pilotes KTM, enfin sur les terres du constructeur plutôt autrichien, parce que les pilotes KTM, eux, ils sont de d'autres nationalités bien sûr, mais voilà, on est entre guillemets à la maison pour KTM et j'aurais espéré voir KTM peut-être un petit peu plus fort avec 2 voire 3 pilotes dans le top 10. Bon, on n'est pas passé loin techniquement, mais on sent que KTM, on est encore un cran en retrait. Mais voilà, Binder est allé chercher quand même un très bon chrono, 5ème, le job est fait pour lui, donc un grand bravo. Et en vrai, pour conclure sur les pilotes KTM, on retrouve donc son coéquipier, Jack Miller, 12ème. Bon, voilà, on a raté le coche pour Miller, ça arrive. On retrouve aussi 11ème donc Pedro Acosta, qui malgré les chutes, malgré tout ce qui s'est passé, est quand même ressorti et a quand même été performant, été rapide. Je pense qu'on peut le dire, c'est quand même de la graine de champion, de très grand champion, mais ça n'a pas suffi. Il termine donc 11ème et justement il est sorti de ce top 10 à la toute fin par le chrono de Brad Binder. Donc dommage pour Pedro Acosta, on devra passer par la Q1 demain. Mais bon, je pense qu'on peut passer en Q2 pour Acosta si justement de nouveau on ne chute pas et qu'on arrive à, on va dire, stabiliser un petit peu de positivité et surtout de bons chronos. Et pour terminer, 15ème, on retrouve Augusto Fernandez qui malheureusement une nouvelle fois est assez loin et dernier pilote donc des pilotes techniquement officiels parce qu'on avait donc aussi le pilote d'usine KTM Pol Espargaro. Alors techniquement il y avait aussi donc Dani Pedrosa qui était présent, il regardait au bord de piste mais il ne roulait pas. C'était donc Pol Espargaro qui était là et qui était vraiment très rapide lors de cette première séance d'essai. Il était dans le top 5, il a montré de très belles choses. On a pu le voir aussi tester des nouveautés sur sa KTM avec, vous voyez, ce nouveau pot d'échappement et cette... je sais pas comment on peut appeler ça, cette pièce vraiment très particulière. On va dire que c'est une sorte de gros nouveau bras oscillant, je sais pas, c'est vraiment très particulier cette pièce qui était, comme on a pu le voir, vraiment flexible, ça bougeait beaucoup. Bref, chez KTM, on tente de nouvelles choses. Et c'est vrai que Pol Espargaro était vraiment très rapide et très performant. Et je sais pas si on pouvait être sûr de ça ou non, mais peut-être qu'il y avait quand même une petite pièce à mettre sur le fait que peut-être Pol Espargaro pouvait être dans le top 10. Mais malheureusement, il a eu un problème sur sa moto en fin de séance. Et apparemment, il y avait aussi un problème sur sa deuxième moto. Et il n'a donc pas pu repartir et essayer donc d'aller dans ce top 10 à la fin de cette practice. Et ça, c'est quand même bien dommage. On repart dans notre top 10 avec la 4ème position de Marc Marquez. Alors bon, je pense qu'on peut dire que l'Espagnol est quand même beaucoup mieux ce week-end avec un circuit qui, c'est sûr, est plus dans son style avec des gros freinages. Il faut savoir que le Red Bull Ring, c'est l'un des circuits où on a les plus gros freinages. Justement, on a donc équipé les plus gros disques de 350 mm. On fait des énormes freinages avec du coup des disques de frein qui peuvent monter jusqu'à 1000 degrés. Donc c'est sûr que dans cette situation-là, Marc Marquez arrive quand même à tirer son épingle du jeu. On l'a vu vraiment rapide. Il est donc le premier pilote avec une Ducati 2023. Vraiment très belle entame de week-end, bien meilleure que ce que l'on a pu voir quand même du coup à Silverstone. On l'a senti rapide, que ce soit sur le rythme de course je pense, mais surtout aussi sur le time attack où vraiment je pense que là il avait un bon petit quelque chose. À voir donc ce qui se passera demain. On entame donc ce podium avec la 3ème place de Jorge Martin. 3 pilotes Ducati sont aux avant-postes, 3 pilotes Ducati avec cette GP 2024. Tout d'abord, comme j'ai pu vous le dire, Jorge Martin, voilà, il a été rapide, il a montré de belles choses.
mais ça n'a pas été non plus le plus grand Jorge Martin enchaînant les meilleurs chronos possibles coup après coup. Mais voilà, comme d'habitude, l'Espagnol est rapide et très bien et sera sûrement dans le coup ce week-end. Deuxième petite surprise quand même, je pense, c'est Franco Morbidelli. On en a parlé au début de cette vidéo. On attend de meilleures performances de la part du pilote italien. Bon, bah là en tout cas, lors de cette journée du vendredi, il est très bien classé et je pense que il nous a fait un très bon chrono. Hâte de voir ce qu'il pourra faire en qualification et s'il est capable de se placer en première ligne. Et premier, c'est donc le pilote italien Pecco, le champion du monde en titre, Francesco Bagnaia ou Bagnaia. Je sais jamais comment on doit dire cette prononciation. S'il y a des gens italiens ou qui connaissent bien la prononciation, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué de savoir les prononciations des différents pilotes. Mais sur Canal+, j'ai l'impression qu'ils disent Bagnaia et moi je dis Bagnaia. Donc bon, voilà, n'hésitez pas à me dire quelle est la bonne prononciation du coup du nom de Pecco. Bon bah voilà, Pecco, bluffant, très rapide, marquant, voilà, bon, j'en fais un peu beaucoup, mais voilà, premier vraiment très très bien, franchement Francesco Bagnaia qui une nouvelle fois, voilà, le vendredi arrive à montrer sa vitesse dans cette saison 2024, on en a aussi beaucoup parlé, mais vous savez que par le passé, le vendredi, ça arrivait quand même assez régulièrement de voir un Pecco plus en retrait, plus en difficulté lors de la journée du vendredi, mais depuis cette saison 2024, et sûrement avec cette GP24, on est mieux, on arrive plus facilement à trouver de la performance, à trouver les bons réglages, et on voit un Pecco qui est très très rapide et qui, bon, bah encore une fois, nous démontre toute sa vitesse. Et évidemment, il va être dans le coup et il va sûrement jouer le podium et la victoire lors des deux courses. On en a donc terminé avec ce top 10 et maintenant on va parler des performances des constructeurs japonais. Tout d'abord, on va commencer par quelques nouveautés qu'on a pu apercevoir en commençant par Honda. Il y avait la présence du pilote test du constructeur japonais Stefan Bradl et on a pu apercevoir donc des tests sûrement qu'il devait réaliser avec un arrière de selle différent, enfin un aileron sur l'arrière de selle qui était différent. Voilà, un gros aileron, plus gros que d'habitude, mais j'ai l'impression qu'on l'a déjà vu cet aileron, donc on va dire que c'est un nouveau aileron entre très gros guillemets, mais on continue voilà, de faire des tests, d'essayer de trouver des petites choses peut-être qui permettront justement d'avoir un peu plus de performance, à savoir qu'apparemment Johann Zarco testait aussi cet aileron ici. Bon, du point de vue du classement, le meilleur pilote Honda c'est justement Johann Zarco à la 14e place, on retrouve ensuite Luca Marini 16e, Joan Mir son coéquipier 24e, Stefan Bradl 25e et Takaki Nakagami 22e. Bon, pas de surprise pour Honda, on est très loin. Pour Yamaha et donc par exemple Fabio Quartararo, je pense qu'on a raté quand même un petit coche, on a raté une opportunité, on était plutôt rapide. On n'était pas si loin, on a fait quand même de bons chronos, on a été à un moment dans le top 10 et je dois bien vous admettre que j'y ai cru. À un moment je me suis dit, peut-être que j'étais là, allez, bon bah pas de aller. Finalement, malheureusement pour Fabio ça n'a pas passé, il est donc en dehors de ce top 10, il termine donc 13e, mais... Voilà, ça s'est joué donc à 1 dixième, parce que le dixième c'est donc Enea Bassini, comme j'ai pu déjà vous le dire, il est à 773 millième du premier, et Fabio Quartararo à sa 13e place est à 872 millième. Donc voilà, on est à un petit peu moins d'1 dixième, 99 dixième précisément, 99 millième précisément si je ne me trompe pas. Donc dommage pour Fabio Quartararo, on était vraiment pas si loin et j'aurais bien aimé voir le pilote français dans ce top 10 parce que comme on a pu le voir dans une précédente vidéo, le week-end de Silverstone a été compliqué, surtout du point de vue de la journée du vendredi, des qualifs. Il y a eu aussi un petit peu de mieux peut-être lors de la course du dimanche, mais voilà, dans l'ensemble c'était quand même un week-end compliqué. Ça aurait été bien de voir Yamaha et donc Fabio Quartararo avoir un petit peu de positivité du point de vue donc du résultat brut ici sur ce circuit du coup du Red Bull Ring. Bon, ça n'a pas passé, mais je trouve qu'on a vu quand même des choses intéressantes de la part de Yamaha et de Fabio Quartararo. On a pu voir aussi quelques nouveautés sur sa moto avec du coup une tête de fourche en avant de la moto en carbone afin sûrement d'essayer d'alléger un peu la moto. On enlève donc la peinture noire qu'on a habituellement et on sait, et on en a déjà parlé, c'est l'un des problèmes de cette moto, elle est lourde et ça va peut-être permettre de donner un peu plus d'agilité, si on peut dire ça comme ça, à cette moto en lui faisant par exemple perdre un petit peu de poids, à savoir qu'on a aussi une selle arrière qui est un petit peu plus large, sûrement pour aussi gagner en turning en milieu de virage. Et pour le coéquipier de Fabio Quartararo, Alex Rins a donc terminé 17ème, il était aussi un moment dans le top 10, mais bon, pas spécialement finalement donc de coup d'éclat.
Bref, on en a donc terminé avec cette vidéo débrief de cette journée du vendredi du MotoGP sur le circuit du Red Bull Ring en Autriche. J'espère que ça vous a bien plu et justement si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous soit dimanche pour un vrai gros débrief complet, soit lundi pour un débrief un peu plus réduit. Et sinon on se donne rendez-vous dès demain samedi en live sur Twitch si jamais vous voulez. Bref, je vous dis bye bye les potes, ciao.